Kde? Večer, dámy a pánové, vítám vás tady, jsem ráda, že jste přišli v tak hojném počtu. Jak víte, svou návštěvou nás poctila francouzská spisovatelka paní Sylvie Germainová. Jenom krátce bych ji představila, většinou asi co tady jste, tak ji znáte nebo jste něco četli. Paní Sylvie Germainová studovala filozofii, mimo jiné studovala u pana profesora Emmanuela Levinase, který ji dost ovlivnil, a což se dá vyčíst i v jejich knihách. Jinak se zabývala také problematikou askeze a křesťanské mystiky. Poté pracovala nějakou dobu na Ministerstvu kultury a mezi lety 1986 až 1993 pobývala v Praze a učila francouzštinu a filozofii na francouzském lyceu v Praze. V 90. letech jí vyšly její nejslavnější romány, které byly také přeloženy do češtiny. Je to volná trilogie, kterou tvoří Kniha nocí, Dny hněvu a Jantarová noc. Všechny jsou přeložené. Tyto romány často bývají přirovnávány k magickému realismu, ale na rozdíl od magického realismu se často zabývají spíše tou stinnou stránkou života. Jsou tam různé filozofické reflexe, odkazy také na mystické otázky a podobně. Jinak potom v 90. letech, když už se paní Germainová vrátila do Francie, tak napsala 3 knihy, které se pojí právě s českou tematikou a které jsou inspirovány Čechami a také Prahou. Jsou to knihy Plačka pražských ulic, kniha Immensité a kniha Éclat de Sel. Sem by se dal taky zařadit esej Bohuslav Rejnek v Petrkově, což je jediná kniha, která z těch, které byly inspirovány Čechami, byla přeložena do češtiny prozatím. A ukázku, kterou nám paní Germainová přečte, ta pochází právě z té knihy Immensité, což by se mohlo přeložit jako nějaké přesahy nebo nesmírné prostory, které přesahují lidský život. Nevím, jak by to přesně bylo, ale uvidíte. Ta ukázka je součástí tedy toho románu Immensité, ale je to vlastně ucelený text, takže takový příběh, jak uvidíte, který má začátek a konec. Jinak český překlad té ukázky připravila paní Václava Bakešová. Už to nebudu protahovat a přeji vám hezký večer a pozvala bych na pódium paní Sylvii Germainovou. Nedalo by se trošku to světlo, aby na nás tak nesvítilo? Zhasnout úplně. Malheureusement, on ne peut pas. Comme cette transmission alternative, il faut qu'on nous voit, qu'on vous voit surtout.
Takže jenom krátký úvod k tomu textu. Děj toho románu se odehrává v Praze v době před revolucí, v době revoluce a po revoluci. A jak už bylo řečeno, ten úryvek je v podstatě uceleným příběhem v rámci toho románu, jak vidíte. À mon chien. Une nuit de plein hiver, par moins de 30 degrés, je suis née dans un petit village des Colconochet. C'était en 1925, au mois de février. Il y avait des étoiles blanches et douces, comme des gouttes de lait, partout dans le ciel. À croire qu'elles aussi avaient gelé, racontait ma mère. Et on entendait au loin hurler des loups, affirmait-elle. Ma mère n'a jamais menti. À part mon chien et ma mère, je n'ai jamais connu quelqu'un qui n'ait jamais menti. Des années d'enfance dans mon village, je n'ai rien à raconter. Il ne se passait que les simples événements liés aux saisons, et les pâtisseries de ma mère suivaient le cycle des saisons. Des macarons et des chaussons au fromage blanc fourrés de raisins secs en hiver, des gâteaux nattés incrustés d'amandes à Noël, ainsi que des sucreries aux formes variées, des tartelettes à la confiture et des confiseries au chocolat à Pâques, des boulettes aux myrtilles ou aux mûres en été, des strudels aux pommes et aux noix en automne. Ma mère ne trichait jamais, pas même avec les saisons, tout comme mon chien. Voilà pour la petite enfance, rien que des souvenirs de bouche ou presque. Des souvenirs d'odeur aussi, celle de la terre et des bêtes. Avec la mort non plus, ma mère n'a pas triché. Elle n'avait jamais été malade. Un jour, elle s'est couchée. Elle souffrait de la tête. 10 jours plus tard, on la portait en terre. Après, on nous a dit qu'elle avait eu une tumeur au cerveau, comme un champignon qui lui aurait poussé sous le crâne. Un gros champignon fou, vorace. Quand elle s'est couchée, elle a su d'emblée qu'elle ne se relèverait pas. Les gens qui passent leur vie debout à s'affairer ne se trompent pas à certains signes. Pour eux, la vie, c'est bouger. Et s'arrêter, c'est la mort. Elle comprenait toujours tout, ma mère, comme mon chien. Et elle ne s'est jamais plainte. Elle fut conduite au cimetière par une belle matinée d'octobre. Il faisait un froid sec, et le soleil brillait très haut dans le ciel pur, comme le gond de l'horloge dont ma mère astiquait le cuivre jusqu'à le rendre étincelant. Des hêtres roux bordaient la route. Les allées du cimetière étaient saupoudrées d'une fine poussière de feuilles mortes, d'un jaune tendre, que dorait la lumière. Je me souviens de cet or pâle qui tremblait dans mes larmes. J'avais 11 ans. Le soir même de l'enterrement, mon père s'est saoulé et il n'a plus jamais cessé de boire par la suite. Il a vendu la maison et quitté le village. Il m'a emmené à Prague avec lui. À peine étions-nous installés dans le quartier de Žižkov que les Allemands sont entrés dans la ville. Je venais d'avoir 14 ans. Mon père, qui jusque-là avait eu le vin triste, s'est mis à avoir le vin brutal. Il se transformait en alambic de plus en plus biscornu. Parfois, il amenait des femmes à la maison. Comme il les battait et les insultait, elles ne revenaient pas. Il en trouvait des nouvelles. C'était une époque de mort violente. On mourait sous les balles, sous les bombes, certains sur les champs de bataille, d'autres dans les camps, de faim et de coups. Mon père est mort en pleine occupation, mais en ivrogne, pas en héros, ni en martyr. Il avait autant de vin que de sang dans les veines, il a glissé sous un tramway. C'est une vieille outre de vin suri qui a éclaté sous les roues. Je me suis retrouvée seule, j'avais 17 ans. J'ai quitté le lycée et je suis entrée à l'usine. Les Allemands ont été chassés du pays, mais ils ont été bientôt remplacés par d'autres occupants. Ça n'a donc pas changé grand-chose. À 27 ans, je me suis mariée. 9 ans plus tard, ma femme m'a quittée pour un accordéoniste de Mlada Boleslav qui avait un œil de verre. Soit, m'a dit ma femme en me plaquant, il a un œil en moins, mais il joue comme un dieu. Comme elle n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour la musique, j'en ai conclu que la divinité de son borgne devait surtout se situer du côté de la braguette. Moi, ces choses-là ne m'ont jamais beaucoup passionnée. Bref, je suis restée seule à regarder le vide avec mes 2 yeux qui n'avaient pas le charme du verre. Je m'y suis très bien habituée.
Je n'ai jamais repris de femme, ni appris la musique. Comme les soirées me semblaient tout de même longues, parfois, j'ai alors pas mal traîné dans les cafés. Je joue aux cartes, mais sans grande conviction. Je m'ennuyais en fait assez vite, où que je sois, quoi que je fasse. J'ai changé plusieurs fois de travail. J'ai été camionneur, postier, déménageur, mécanicien, brancardier, releveur de compteurs et même pendant un temps gardien de cimetière. Cela m'a donné un aperçu assez vaste des comportements des gens. Au bout du compte, derrière l'apparence de variété, ils sont bien tous les mêmes, braves et couards à la fois, radins, capables de beaux gestes à l'occasion, sages ou toqués selon les circonstances, fidèles et traîtres alternativement, mais sublimes jamais, ou rarement. La plupart des humains ne font que traîner une petite âme toute froissée, encrassée au fond de leur poche. Et encore, un grand nombre a les poches trouées et égare son chiffon d'âme en chemin, sans même s'en apercevoir. Et un jour, un chien est entré dans ma vie. L'ennui alors en est sorti. C'était juste après l'invasion du pays, au cours de l'été 68. Il a débouché à l'angle d'une rue où circulaient des chars. Il était tout jeune, un petit bâtard sans collier, court sur pattes, le tronc puissant, la queue touffue, les oreilles en forme de feuilles de micocoulier, le museau long et des yeux noisettes à reflets orangés. Un pelage d'un beau roux cuivré, un jabot blanc. Il a levé la tête vers moi, m'a regardé comme s'il réfléchissait, puis m'a suivi en frétillant de la queue. Si je m'arrêtais, il s'arrêtait aussi, gardant toujours une distance de 2 mètres environ. Il penchait légèrement la tête et me jetait un regard en biais. Son regard était bon, plein de sagesse et de patience, comme celui de ma mère. Il m'a accompagnée jusqu'à mon immeuble. Quand je suis rentrée dans le hall, il a fait mine de continuer son chemin. Je suis montée chez moi et je l'ai oublié. Mais le lendemain matin, quand j'ai ouvert ma porte, je l'ai trouvé couché sur le seuil. Il a soulevé la tête et il m'a souri. C'est comme ça. Il arrive que des chiens sourient. Alors je l'ai laissé pénétrer chez moi. Il y est resté 18 ans. S'il a tant repoussé l'heure de sa mort, c'était pour retarder le plus possible le moment de la séparation. Il savait bien que j'aurais de la peine. J'en ai bien plus encore qu'il ne le soupçonnait. Le jour où il s'est introduit chez moi, après m'avoir souri, il a inspecté mon 2 pièces et la cuisine et a jeté son dévolu sur un étroit sofa placé sous une fenêtre du salon. Il a sauté dessus, il m'a regardé, l'air de me demander si ça allait comme ça. Et j'ai fait signe que oui. Le sofa est devenu sa couche. J'ai déménagé 3 fois par la suite. Le chien et son sofa sont toujours entrés en premier dans mes nouveaux logements. Je n'ai pas cherché de nom particulier à cet animal. Je lui ai donné le nom de sa race. Je l'ai appelé chien. Bâtard ou pas, il appartenait à l'espèce canine. Quant à moi, j'aurais bien aimé m'appeler homme. Monsieur homme, tout simplement. Parce qu'avec ma carrure de taureau et ma tête au carré et ma voix de basse, j'ai bonne mine de m'appeler Monsieur Rossignol. On s'est toujours moqué de mon patronyme, qui me va comme un tutu et une otarie. Chien et moi, nous nous sommes tout de suite entendus à merveille. Il était calme, solitaire. Il recherchait aussi peu la compagnie de ses congénères que moi celle des miens, et se méfiait des chiennes autant que moi des femmes. Je me suis mise à lire. À plus de 40 ans, j'ai découvert le bonheur de la lecture. Les grands navigateurs partis explorer le monde et abordant de nouveaux continents ne devaient pas être plus étonnés que moi lorsque je me suis lancée dans l'aventure de la lecture. Au début, j'ai lu un peu n'importe quoi. J'allais dans les bibliothèques et je procédais par ordre alphabétique. Peu à peu, je me suis mieux orientée et j'ai troqué le système alphabétique contre celui de l'intuition. Et un jour, je suis tombée sur un auteur qui m'a fait l'effet d'un coup de canon. C'était Strindberg. Sûrement que je n'y ai pas compris grand-chose, mais ça m'a ébranlée. Cet homme-là m'avait même tellement bouleversée que j'ai alors entrepris d'apprendre le suédois. J'ai étudié tout seul. Le soir, à la maison, je parlais en suédois à Chien. Enfin, je jargonnais, je ne suis pas très douée pour les langues. Chien, couché sur son sofa, m'écoutait avec attention. Je crois que Chien, lui, comprenait toutes les langues
car dans la voix humaine, il n'écoutait que les inflexions du cœur. Matin et soir, nous sortions faire un tour, Chien et moi. Le matin, c'était moi qui décidais du trajet. Comme je n'avais pas beaucoup de temps pour cette promenade, elle ne variait guère et nous déambulions dans le quartier. Le soir, c'était Chien qui me baladait. Il trottinait d'un pas sûr et me menait où bon lui semblait. Et quand je dis bon, où bon lui semblait, ce n'est pas une expression. Il me conduisait au fil des rues jusqu'à des squares ou des parcs où il faisait vraiment bon marcher. Là, il ralentissait le pas, il flairait l'air et la terre, les racines et les herbes, et les nuages aussi bien. Il flairait tout, ce chien, même et surtout le cœur humain. Moi, je faisais comme lui, en moins bien. Je respirais avec application, je humais l'odeur du vent, l'odeur de l'heure et celle de la lumière. Avec Chien, j'ai appris à sentir. J'ai appris que tout a une odeur, même les sons et les couleurs, et le temps qui passe. J'ai appris aussi à regarder et à écouter autrement. J'ai commencé à considérer le monde et les gens avec des sens de chien. Et j'ai fini par aimer la vie avec un cœur de chien. Un cœur toujours aux aguets, mais jamais inquiet. Un cœur olfactif et pris d'espace. Cet espace, c'est en moi que je l'ai trouvé, et c'est Chien qui me l'a fait découvrir. Il m'a si bien appris à avoir le cœur à l'affût que j'ai flairé une odeur d'infini à l'intérieur de moi-même. En me promenant à travers les rues et les parcs de la ville, Chien m'a conduit en vérité à travers l'immensité du dedans. Et en chemin, j'ai dépisté des traces, celles de Dieu, ou plus exactement, celles de l'absence de Dieu. J'ai écouté en moi son silence, j'ai regardé en moi son absence et j'ai touché son vide. J'ai tâté certains jours l'étrange consistance de son vide. Je n'ai jamais prié ni fréquenté l'église, j'ai simplement marché dans ce désert de Dieu. C'est ma prière à moi, homme, chien. Je veux encore parler du sourire de mon chien, bien qu'il soit impossible de le décrire. Chien avait le sourire de ceux qui voient en transparence du monde et du temps, de ceux qui sentent par tous leurs sens que la vraie vie n'est pleinement ici que lorsque le silence de l'infini vient palpiter au ras de l'instant présent, que le mystère de l'invisible vient cogner doucement contre les plus simples choses, le bois d'une table coincée de mousse de bière, la faïence d'une tasse, la rampe d'un escalier, la croûte d'une niche de pain, le couvercle d'une poubelle, un mur, un arbre. Il y avait des jours où Chien soudain relevait la tête, dressait ses oreilles et écoutait. Rien ne semblait justifier ce subit sursaut d'attention. Il avait flairé une présence invisible que moi je n'étais pas capable de sentir, mais qu'à travers lui, alors je devinais. Chien avait le sourire des élus, sur lesquels l'ange a posé sa main. C'est au fil des années que j'ai compris cela, que Chien était en fait le compagnon des anges. Je ne délire ni ne blasphème, je ne plaisante pas non plus. C'est la vérité. Peut-être y a-t-il des moments où les hommes dignes d'être touchés par les anges se font si rares que les anges, découragés, se tournent alors vers les bêtes. Toujours est-il que de nous deux, Chien et moi, celui qui était le maître de l'autre, c'était lui. Lui côtoyait les anges, il portait le feu de leur caresse dans son pelage et la douceur de leur lumière dans son sourire. Moi, je marchais derrière lui, dans son ombre. J'ai dit que la majorité des humains est de peu d'envergure et dénuée d'intérêt, et surtout que beaucoup se comportent en souillon avec la pauvre petite âme qui leur a été donnée. Ils la mettent en lambeaux et en font un torchon. Chien, lui, n'avait pas une âme, il était une âme, la plus douce et la plus modeste des grandes âmes. Chien a vieilli. Peu à peu, il est devenu sourd et aveugle et s'est paralysé de l'arrière-train. Il passait presque tout son temps à dormir d'un sommeil lourd, gémissant, il souffrait. Les vétérinaires que j'ai visités m'ont proposé de le piquer. Certains locataires de l'immeuble où j'habitais m'ont donné le même charitable conseil. Aucun ne soupçonnait la vraie nature de Chien. Si je leur avais dit d'ailleurs, ils auraient ri.
Et il m'aurait fait remarquer, en se croyant très judicieux, qu'un chien de nature angélique, si tant est que cela puisse exister, n'aurait pas dû vieillir si misérablement, grossir si laidement et devenir impotent et de surcroît malodorant, comme si le fait d'être touché par la lumière des anges devait obligatoirement transfigurer et embellir et soustraire aux lois biologiques. Les lois du corps et du temps sont impitoyables. Mon chien subit la vieillesse, la grande misère de la vieillesse, comme n'importe quel être vivant. Il n'a pas été épargné. Et pourquoi aurait-il dû l'être? Au nom de quoi? Loin de s'octroyer des passe-droits, la sainteté se soumet au contraire aux lois et devoirs communs à tous. Mais les gens, parce qu'ils sont crédules du côté des apparences et incrédules côté cœur, parce qu'ils ont l'imagination rabougrie et bétonnée d'idées toutes faites, exigent des miracles pour consentir à croire à ce qu'ils ne comprennent pas. Le mystère se passe des miracles extérieurs. L'invisible n'a que faire des phénomènes extraordinaires. Le merveilleux d'une absolue discrétion. Et puis, si Dieu est descendu sur terre en s'incarnant dans le Fils de simple Jean, s'il a subi le supplice, la honte de la mort, pourquoi un ange ne viendrait-il pas sous la forme d'un chien, d'un brave bâtard errant dans les rues d'une ville envahie par des chats? Chien était venu vers moi, il ne m'avait jamais quitté, m'avait conduit en des immensités dont j'ignorais l'existence et que personne ne m'avait montré. Chien fut mon ange gardien, mon compagnon, mon maître. Il était la lumière de ma vie. Comment aurais-je pu écourter les jours d'un tel animal? Je l'ai soigné, j'ai veillé sur lui. C'était bien la moindre des choses que je lui devais. Je lui devais tout. Chien est mort. Il est parti en éclaireur. Il me reste son sourire qui rôde encore autour de moi et la douceur de son pelage qui s'est gravé dans la peau de mes paumes. Il me reste aussi un tout petit peu de son flair au fond du cœur. C'est avec ce cœur-là que j'attends la mort. Je n'ai pas peur. Quand elle viendra me prendre, elle aura la démarche et le sourire de chien, du temps où il s'approchait de moi quand je rentrais du travail, pour qu'on ressorte se balader. La mort me conduira au bon lui semblera, et ce sera très bien. Sûrement, l'éternité aussi doit avoir une odeur et un goût de lumière pure. J'arrête. Ah, la traduction est plus importante. Elle est où la traduction? Ah, c'est moi. Oh, bah, je finis, hein. Essayez de tricher. Le récit de M. Slavik s'arrêtait là, en milieu de page. Mais la page suivante, il avait encore écrit quelques lignes. Celle-ci était directement adressée à Procope, destinataire de ma lettre. Monsieur Pampa, je ne vous ai pas apporté ce texte dans l'espoir qu'il soit publié dans une revue littéraire. Je ne suis pas un écrivain et je n'ai d'ailleurs jamais écrit autre chose et n'écrirai rien d'autre. Si je vous confie ce cahier, c'est parce que vous êtes l'unique personne que je connaisse qui puisse lire cela comme il convient. Comprenez-moi bien, ce n'est pas au professeur ni au critique littéraire que vous êtes que je m'adresse, mais à l'homme dans lequel j'ai pu sentir la capacité d'être attentif et ouvert à certains mystères. Je vous l'ai dit, mon chien m'a légué un peu de son flair. Je pressens en vous quelqu'un aussi accompagné. Accompagnés, nous le sommes tous, mais nous ne sommes malheureusement pas si nombreux à en prendre conscience. Je ne crois pas me tromper en pensant que vous avez reçu la même chance que moi, même si j'ignore sous quelle forme. En toute franchise, je pense également que vous êtes aussi indigne que moi d'avoir reçu un tel don du ciel. Car nous ne l'aurons pas, vous comme moi, nous ne valons pas cher, et nous n'aurons pas fait de nos vies un chef-d'œuvre, pas même une petite œuvre, du bricolage tout au plus. Je suis sûre que vous ne prendrez pas mal ce que je vous dis, car vous avez dû depuis longtemps vous avouer la même chose à vous-même, du moins je vous le souhaite. Voilà donc pourquoi je vous confie le secret de mon chien. Vous comprendrez qu'il y aurait une grande impudeur à publier ces lignes
qui ne pourrait que paraître ridicule à la plupart des lecteurs. Je compte sur votre compréhension et votre discrétion. Rudolf Slavik. Merci beaucoup d'avoir lu même le petit extrait à la fin, comme ça c'est komplet. Děkujeme, že nám paní Silví Žermenová přečetla kompletní text, tak jak ho máme přeložený, i s tím dopisem na závěr. A teď dáme prostor vašim otázkám. Dobrý večer, paní Žermen. Vaše literární tvorba je u nás opravdu označována jako magický realismus. Ale když si vezmeme knihy, jako je třeba kniha Nocí, nebo Noc Ambry, nebo Dny hněvu, Tobiáš z Blat a tak dále, tak ty postavy jsou velice zvláštní, velice vzdělané. Pohybují se často na hřbitovech, ženy třeba rodí ledové kry nebo netopíry a je tam tedy i fantazie a mají hodně rysy romantismu. Na druhé straně je tam mystika, velice často zápas s Bohem, což je spíš třeba barokní. A mě by zajímalo, jak byste vy sama charakterizovala svou tvorbu. Děkuji. Avec moi, c'est pas sûr. Merci pour votre lecture, bonsoir. Votre littérature, souvent chez nous, vos livres sont classés comme réalisme magique. Donc, or, dans vos 4 romans qui ont été traduits en tchèque, c'est-à-dire Le livre des nuits, Les jours de la colère, La nuit d'ombre et le livre Tobia des marais, il y a des éléments aussi tout à fait différents. Il y a le cimetière, souvent il y a beaucoup de fantaisie, il y a des femmes beaucoup d'imagination, il y a des femmes qui accouchent des chauves-souris, des éléments comme ça. Donc je pense... Vous en savez? Le modestement, où elles accouchent d'insectes. Ah, d'insectes, c'est marqué, ça se dit. C'est pas grave. Et donc, je pense que ces livres ont des traits caractéristiques du romantisme d'un côté, et de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de mysticisme, beaucoup de lutte avec Dieu, et cela me semble baroque. Donc, je voudrais savoir comment vous-même caractériserez vos livres. Moi, je ne les caractérise pas. Je considère que ce n'est pas à l'écrivain lui-même de se caractériser. C'est pas simplement ça, ça fait 25 ans aussi que j'écris, et même si on se renouvelle, en général les écrivains renouvellent assez peu au fond leur thématique, mais le mode d'approche se transforme avec le temps. Donc on a parlé pour mes livres plus de réalisme magique, effectivement, baroque au début, et au fur et à mesure des années, en restant proche des mêmes questionnement, certainement dans le style et le développement des histoires, c'est davantage peut-être dépouillé. Donc moi je ne cherche pas, ça ne m'intéresse pas de regarder en arrière et de qualifier mes livres. Quand on écrit, c'est parce qu'on en... Enfin ça fait trop parce que les Takže já svoje dny nějak necharakterizuji, já si nemyslím, že by rolí spisovatele bylo se charakterizovat, ale to není jenom tenhle problém, no. Taky už píšu velice dlouho, už je to 25 let a v podstatě často tomu bývá tak, že spisovatelé ve skutečnosti se vracejí ke stále stejným tématům a stále píší kdesi v hloubce o tom samém. I když jejich přístup k tomu samému se třeba mění. Takže
Moje první knihy, ano, byly charakterizovány jako magický realismus, často se mluvilo také o baroku, ale postupně jsem dospěla k tomu, že se třeba na ty samé otázky dívám trochu jinak a ten styl je také daleko víc roztříštěný, už se to nedá tak jednotně charakterizovat. Takže já se neohlížím zpátky a necharakterizuji svoje knihy. Zajímalo, paní autorka říká, že už píše 25 let, tak by mě zajímalo, jestli to už ví, abych tak měla srovnání s Českem. Ça veut dire que vous écrivez depuis 25 ans, donc je voudrais savoir si vous gagnez votre vie avec, pour avoir une comparaison avec la réalité tchèque. Pendant longtemps, non. Et il y a un jour où j'ai pris le risque, justement quand j'ai quitté Prague, je suis rentrée en France et j'ai pris le risque parce que je n'avais pas d'enfant. Je pense que c'est beaucoup plus difficile quand des gens chargent d'autres personnes de ne pas rechercher un travail. Donc c'est seulement depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Hein. J'ai toujours travaillé en parallèle avant. Et j'ai pris goût évidemment à la liberté que ça donne. Et c'est très, comme on dit, en dents de scie. Parfois il y a un livre qui marche et on vit avec ça le plus longtemps possible. Et puis parfois, ben, c'est pas... Disons que j'ai préféré voilà, la liberté à une forme de sécurité. Mais c'est pas... Il y a quelques écrivains dans tous les pays qui vivent très très bien de leur écriture, mais pour la plupart, ils ont un travail à côté. Tak dlouho mě to neuživilo, ale jednoho dne, bylo to přibližně v době, když jsem opouštěla Prahu, tak jsem prostě na sebe vzala to riziko a bylo to pro mě o to snazší, že nemám děti. Myslím, že když se někdo musí o někoho starat, tak to není tak snadné. Prostě jsem na sebe vzala to riziko, rozhodla jsem se, že již nebudu hledat práci. Takže ano, asi posledních 15 let se živím pouze psaním, ale předtím jsem vždycky zároveň pracovala. A od té doby, co tady pouze píšu, se mi zalíbila ta svoboda, ale prostě jsem dala přednost té svobodě a nemám ten pocit bezpečí. A samozřejmě to záleží. Některé knížky fungují velice dobře se prodávají, mají úspěch, ale jiné třeba zase ne. A myslím si, že v každé zemi je několik spisovatelů, kteří se mohou živit pouze psaním, mají obrovský úspěch, ale většina spisovatelů paralelně pracuje. Já bych se chtěl zeptat, jestli v těch vašich knihách se objevují i kromě těch cizokrajných exotických českých motivů i nějaké ty naše moravské. A pak jsem se chtěl ještě zeptat, jestli, když žijete ve Francii, tak pro lidi třeba v Paříži, jestli je snadno srozumitelná i tvorba třeba v různých francouzských dialektech a jazycích, jako je třeba citanština, a nakolik tato literatura vstupuje do života kulturních Pařížanů. Něco jsme tady slyšeli o literatuře v Británii, ale v podstatě informace jsme tady získali za ten měsíc poměrně málo. Děkuju. Dans votre livre, vous parlez de la réalité pour moi exotique tchèque. Je voudrais demander si dans vos livres figure également le thème d'ici, le thème morave, la première question. Et la deuxième question, je voudrais demander, est-ce qu'en France, par exemple à Paris, les livres des auteurs qui écrivent en langue occitane et en d'autres langues, en d'autres dialectes français,
est-ce que leurs livres sont facilement accessibles et facilement compréhensibles? Est-ce qu'ils font partie de la vie culturelle, par exemple, à Paris aussi? Ah, il y a deux questions. Mais la première, j'ai pas bien compris. Les deux questions. La première question, en gros, c'était si dans vos livres, il y a également des thèmes moraves, disons, tchèques moraves. Non, si j'ai hésité longtemps, enfin, j'ai habité à Prague un certain nombre d'années et pendant longtemps, l'idée même ne m'est pas venue d'écrire, de situer mes romans en Tchécoslovaquie, c'était encore la Tchécoslovaquie. Et il est arrivé je considérais d'immenses écrivains, j'avoue qu'un des écrivains préférés, enfin en romancier du XXe siècle, Hrabal. Mais à force de vivre à Prague, de partager beaucoup de choses, d'avoir assisté aussi aux événements, ça s'est comme imposé à moi. Mais parce que j'avais une expérience qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais j'avais une certaine expérience liée à Prague, ce qui n'est pas le cas avec la Moravie. Ça n'aurait pas eu de sens. La seule chose qui peut avoir un lien avec la Moravie, c'est quand j'ai fait un petit livre sur Borislav Reinek. Voilà. Mais je vous laisse peut-être traduire ça et puis la deuxième. Takže první část odpovědi. Já jsem dlouho váhala o tom, vlastně dlouho jsem uvažovala, jestli budu psát o Praze nebo ne, než mě to vůbec nenapadlo. Nenapadlo mě, že budu psát o situaci v Československu. Měla jsem velice ráda Hrabala, to je podle mě obrovský autor 20. století, ale až později, když jsem začala žít v Praze a byla jsem součástí všech těch událostí, které tady proběhly v roce 89, tak na základě této zkušenosti, která je jen a pouze mojí osobní zkušeností, jsem potom své knihy začala psát také na české motivy, na pražské motivy. Ale já s Moravou tuhletu zkušenost nemám, takže jediné, co by se týkalo Moravy v mé tvorbě, to je ten esej, ta drobná menší knížka o Bohuslavu Rejnkovi. Alors, auteurs occitans ou d'autres aussi, il y a la Bretagne, il y a le Pays Basque, il y a pas mal de langues hein, finalement en France. Alors, les auteurs qui décident d'écrire dans leur langue dite régionale, qui est une langue, considérée vraiment comme une langue, fatalement vont avoir un public extrêmement réduit. Parce que même en Bretagne, la plupart des gens ne parlent pas le breton, hein, pareil au Pays Basque. Donc ils savent que ça va être un public très réduit, et s'ils veulent vraiment atteindre un public plus large, ou ils se traduisent eux-mêmes en français, ou se laissent, ou adaptent leurs livres en français. Mais c'est simplement un problème de nombre de locuteurs, nombre de lecteurs possibles. Le problème, il est là, en fait. Mais c'est bien, en même temps, c'est souvent des poètes, quand même, hein, qui écrivent dans leur langue dite régionale, c'est en général plutôt des poètes. Takže ti autoři, kteří například v Bretani nebo v Baskicku píší těmi regionálními jazyky, v podstatě činí výběr, že se obrací k užšímu publiku. Oni to vědí, protože i v samotné Bretani nebo třeba v Baskicku, přestože to jsou regionální jazyky a ne dialekty, tak většina lidí bretonsky nebo baskicky ani nemluví. Takže pokud se tito autoři chtějí obrátit k širšímu publiku, tak buď musíte ty své knihy adaptovat, anebo se nechat přeložit. Jinak samozřejmě mají omezené publikum. A jenom bych chtěla poznamenat, že si myslím, že je to dobře, že v těch regionálních jazycích někdo píše. A ještě bych chtěla poznamenat, že často jsou to básníci, právě poezie se píše v těch regionálních jazycích. Est-ce que la littérature en occitan est accessible aux autres, en dehors de l'Occitanie? Dobrý večer. Mě by zajímalo, jak
jste přišla na nápad proložit ten svůj román Immensité, básně Bedřicha Bridela, Co Bůh, co člověk. Mě tady tato skutečnost velice zaujala, a tak bych ráda věděla, jak jste na to přišla, když to vzniklo, jestli jste toho básníka znala dřív, než jste začala psát román, nebo až tady při pobytu v Praze. A druhá moje otázka by byla, jestli jste ochotná o tom mluvit, na čem teď pracujete a na co se od vás můžeme těšit, na jakou knížku. J'ai remarqué que vous avez inséré dans l'extrait de votre roman Immensité des allusions au poème de Bedřich Bridel, Co Bůh, co člověk, je ne sais pas comment c'était en français, ni où c'était dans l'extrait. Ah oui, mais c'est pas dans ce que j'ai lu. A to je v tom románu někde jinde asi, že jo? Nebo to je tady to bylo? Oui, mais vous l'avez lu en français alors? To jste musela číst teda francouzsky. Aha, jo, takže to bylo jinde, to bylo... Aha, oui, donc c'était dans le roman, pas dans l'extrait. Oui, ok, c'est pourquoi pour moi, je n'étais pas tout à fait au courant non plus. Donc, je voudrais vous demander comment est-ce que vous êtes venu à l'idée d'insérer, de parler de ce poète. Est-ce que vous l'avez connu déjà avant ou est-ce que vous l'avez connu une fois venu à Prague seulement? Quelle est votre relation à lui? Et deuxième question, si je peux, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur ce que vous, travaillez actuellement et ce qu'on peut entendre? Est-ce qu'on aura un livre de vous prochainement? Alors la première question, non, je dois avouer, quand je suis venue à Prague, je connaissais quasiment rien de la littérature tchèque et même un tout petit peu de l'histoire de Tchécoslovaquie, mais très peu. C'est donc sur place que je me suis intéressée de plus en plus et à l'histoire et à la littérature. Comment ne pas s'intéresser à l'art baroque quand on est en Bohème, c'est pas possible. Donc, et c'était un baroque que je connaissais très mal, parce que quand on dit baroque, pour nous, on pense, bon, à la limite, oui, bien sûr, Allemagne, Autriche, Italie, mais je connaissais quasiment pas l'art baroque tchèque, qui est vraiment absolument particulier et qui est celui qui m'a plu davantage. Donc, m'intéressant à la sculpture, je me suis aussi intéressée à la musique et à la poésie, enfin, ce qui était accessible en traduction, malheureusement peu, mais j'ai trouvé, en cherchant un peu, j'avais trouvé ces poèmes de Bridel extraordinaires, parce que, mais ça c'est la poésie baroque, ça correspondait à l'écoute exactement à ces torsades qu'on peut voir des colonnes de la Vierge ou des colonnes des saints. Et voilà, sur le plan sonore, sur un plan visuel, il y avait ces correspondances de torsion. Je vous laisse peut-être... Já když jsem do Československa přijela, tak jsem z české literatury neznala téměř nic a z historie Československa taky velmi málo všech, ale samozřejmě, když jsem tady žila, tak jsem se o historii a literaturu československou začala čím dál víc zajímat. A velice mě, samozřejmě, když je člověk v Čechách, tak se nemůže nezajímat o baroko, protože to je vidět všude. A pro mě baroko vždycky bylo Německo, Rakousko, Itálie, ale místní baroko je velmi specifické. Takže a líbí se mi nejvíc ze všech podob baroka. Takže jsem se začala zajímat o barokní sochařství, o poezii, o všechny ty památky. Teda z té poezie samozřejmě jsem si mohla přečíst pouze to, co bylo dostupné v překladech. A právě z té Bridelové poezie jsem měla příležitost si něco takhle přečíst a zdá se mi to velice zajímavé. Ta poezie je neobyčejná. A myslím si, že je velice podobná té barokní architektuře, těm morovým sloupům, to je všechno strašně propojené. Et deuxième question, la réponse va être brève, rien. Voilà. Takže nic nepíšu v současné době. Des articles, des tas de choses, mais je suis pas dans un nouveau roman. Různé články a různé další kratší věci, ale nepíšu další román.
chtěla zeptat, v těch vašich knížkách jsou velice takové vizuální obrazy, někdy chmurné, takový ten šerosvít, špitový a tak. Dovedla byste si představit, že by někdo chtěl vaše romány sfilmovat a dala byste k tomu svolení? Dans vos livres, il y a beaucoup d'images visuelles, le clair-obscur, les cimetières, etc. Est-ce que vous sauriez imaginer que vos romans soient adaptés en film? Est-ce que vous seriez d'accord pour cela? Moi, je peux imaginer, je serais très d'accord, mais personne ne l'imagine. Mon grand désespoir. Já si to dovedu představit, ale bohužel nikdo jiný si to představit nedokáže. Souhlasila bych, ale bohužel to nikdo nehlásí. Takže nemá někdo další otázku? Ještě? Já jsem se jenom chtěla zeptat, protože ta minulá otázka právě směřovala k té obrazovosti. A vy jste právě mluvila i o zvukovosti toho díla v souvislosti s tou básní Co Bůh, co člověk. Já bych chtěla vědět, jaké máte oblíbené hudební skladatele a jestli vnímáte tu hudbu vždycky v souvislosti jakoby autor a dílo. Nebo jestli si dokážete odmyslet osobnost toho skladatele a dokážete vnímat to dílo jakoby jenom samostatně. Donc, on a parlé du côté visuel, des images dans vos livres, et avant vous avez parlé en relation avec le poème de Bridel, aussi avec du côté sonore de vos romans. Donc je voudrais demander quel est votre compositeur préféré, et aussi je voudrais demander si vous parvenez à abstraire l'œuvre de son auteur, ou est-ce que vous vous imaginez toujours l'œuvre en relation avec l'auteur, avec sa personnalité? Alors, première partie de la question, c'est toujours difficile quand on demande mes peintres ou musiciens préférés, la liste est longue. En musique, je ne peux pas ne pas mentionner par exemple le chant grégorien, enfin certaines interprétations de chant grégorien. Sinon, bon, pour entrer dans les noms de musiciens, ça ne dit pas grand-chose comme ça. Je prononce à la française. Hein. Bach, il est presque à part. Schubert et Mahler, Shostakovich. Je pourrais en citer d'autres, mais je veux dire vraiment... Bon, il y en a un contemporain dont j'aime certaines choses de son travail, c'est Arvo Pärt. Il doit être... maintenant, il est assez connu. L'autre question, j'ai oublié. Ah oui. Non, la vie à la limite d'un artiste m'intéresse peu. Parfois, on s'intéresse vraiment à une œuvre et on va découvrir un petit peu effectivement sa vie. Je ne dis pas que je ne lis jamais de biographie sur des artistes. Quand je dis artistes, ça couvre aussi bien donc des peintres ou des écrivains. Mais pour moi, c'est pas fondamental, c'est même assez secondaire. Et on sait très bien, je veux dire, une personne en tant que personne peut être de peu d'intérêt ou parfois un peu même problématique, mais si l'œuvre est extraordinaire, c'est quand même l'œuvre qui importe. À la limite, l'auteur doit s'effacer derrière son travail. Et c'est ça qui me gêne à l'heure actuelle, c'est qu'on demande presque, du moins aux écrivains, de faire presque plus que leur œuvre, d'être plus importants, plus visibles que leur œuvre. Voilà, c'est avec la télévision, avec tout... C'est quelque chose qui ne me plaît pas, voilà, qui ne me plaît pas du tout. En même temps, encore quand même un détail, si en même temps je dois revenir un peu en arrière, sur des raisons politiques, je dois avouer que certains auteurs, quand leur comportement ou leurs engagements politiques à certaines périodes de l'histoire sont à mes yeux très problématiques, je dois avouer que je manque d'objectivité, j'ai beaucoup de problèmes, même si je reconnais leur génie au besoin, mais ça me pose problème. Je pense à Louis-Ferdinand Céline.
Quand je dis ça en France, c'est très mal vu de mentionner ça, mais moi j'ai beaucoup de mal avec des pages affreusement antisémites de Céline. Voilà. Donc il y a des exceptions. J'ai mes limites en tout cas. Je reconnais, j'ai mes limites, oui. Arvopa. Il est estonien. Tak to je vždycky těžké, když se někdo ptá na moje oblíbené autory nebo skladatele, ale jenom stručně, tak určitě mám ráda gregoriánský chorál nebo alespoň některé jeho interpretace. A kdybych měla uvést nějaká jména, tak Bach, Schubert, Mahler, Šostakovič a nebo estonský současný skladatel Arvo Pärt. A jinak, co se týče té druhé části otázky, tak život autorů, ať už se jedná o malíře, spisovatele nebo skladatele, mě v podstatě zajímá jen velmi málo. Neříkám, že si občas nepřečtu nějaký životopis, ale je to pro mě druhotné. Myslím si, že i když je člověk třeba málo zajímavý nebo naopak kontroverzní, tak důležitější je to, že napsal třeba nějaké neobyčejné dílo. A v současné době bych chtěla poznamenat, mě úplně ruší, že někteří spisovatelé jsou nakonec vlastně důležitější než to, co napsali, protože se objevují v médiích, v televizi a tak podobně. A to se mi opravdu vůbec nelíbí. A ovšem má to svoje hranice, protože někdy z politických důvodů u některých kontroverzních spisovatelů mám problém objektivně ocenit jejich dílo, i když to dílo je třeba geniální. A to je otázka konkrétně ve Francii spisovatele Louis Ferdinanda Céline. To opravdu mám problém ocenit, když vidím ocenit nějak objektivně, když vidím celé ty stránky antisemitistických textů, které napsal. A když to ve Francii řeknu, tak je na to nahlíženo negativně, ale mám s tím opravdu problém. Mě by zajímala současná křesťanská literatura, hlavně teda poezie. Jak na tom je, že jsem slyšela, že se třeba neradí autoři škatulkují do těch pozic křesťanských básník autor. A jestli byste mohla zmínit nějaká jména křesťanských básníků současných. Je voudrais poser une question sur la poésie chrétienne actuelle. Je sais que certains auteurs n'aiment pas se faire classer comme poètes chrétiens, mais je voudrais savoir si vous connaissez des poètes chrétiens actuels. Actuellement, non, on peut pas, je ne connais pas vraiment de poètes chrétiens. Même écrivain chrétien, c'est devenu de plus en plus rare. C'est assez difficile de répondre à cette question. À la limite, il aurait peut-être fallu demander aux poètes qui étaient invités, qui connaissent peut-être mieux la poésie actuelle. Dans les poètes un peu connus actuellement en France, pas spécialement, enfin revendiqués comme chrétiens. Mais je crois qu'il y a un énorme changement de mentalité à ce niveau-là depuis un demi-siècle, on va dire. La grande époque, alors là, c'est pas que des poètes, mais des Claudel, Bernanos, Mauriac, Léon Bloy, etc. Ça, c'est à la limite la première partie du XXe siècle. On pouvait parler d'écrivains chrétiens, je veux dire, dont la pensée chrétienne nourrissait l'imaginaire et motivait presque l'écriture. Hein. Il y a eu aussi en Bohème des courants importants, Florian, etc. Il y a Reinecq ou d'autres, on peut les considérer comme chrétiens dans leur inspiration, dans leur travail. À l'heure actuelle, non. Ou alors, le peu qui pourrait s'en revendiquer, ça devient très diffus. Par exemple, on parle souvent de Christian Bobin, mais ça fait trop peut-être. Christian Bobin, mais lui ne revendique pas ça du tout. Simplement,
il est nourri certainement par la pensée des évangiles, mais lui ne se dit même pas chrétien. Hein. Je connais un autre poète un peu particulier, mais je l'entendais l'autre fois à la radio, il s'appelle Frédéric Boyer, et il ne revendique pas non plus cette, comment dire, d'être comme une marque un peu de fabrique, il ne le renie pas. Mais en plus, dans ces textes, ce n'est pas évident, hein, cette marque du christianisme. Maintenant, ça devient assez rare. Et là, c'est vrai que je n'ai pas spécialement de nom, enfin, dans des auteurs vraiment contemporains, pour lesquels il y a quelques romanciers, mais dont les noms ne vous diraient rien. Mais c'est fini, cette grande époque, un peu encore triomphante, si on peut dire, que je mentionnais tout à l'heure, de la première partie du XXe siècle. Maintenant, il y aurait plein d'autres noms, j'ai cité les plus célèbres, il y aurait beaucoup d'autres noms d'auteurs qu'on aurait pu citer, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt le creux de la vague. Myslím, že ta doba těch velkých křesťanských básníků to byla spíše polovina 20. století. A v současné době, v posledních těch 50 letech se to velmi změnilo. A nejen básníci, ale i spisovatelé, kteří by se otevřeně hlásili k křesťanství a byli ním jasně inspirováni, je jich čím dál tím méně. Takže samozřejmě dřív tady byl právě té první polovině 20. století, to byl Claudel, Bernanos, Mauriac, Blois, ale teď je ta situace úplně jiná. Jsou tady básníci, kteří jsou křesťané a u nich to křesťanství motivuje i jejich psaní a oni se tím inspirují při psaní. Například, ale takový tady byli i v Čechách, jako třeba Florian nebo Rejnek. Ale v současné době to není tak jasné, že by se to dalo takhle říct, že prostě tohle je křesťanský básník. Z toho mála, co bych mohla citovat, je tady Christian Bobin, který se ale k tomu tak úplně nehlásí, že by si říkal křesťanský básník, nebo slyšela jsem v rádiu něco o básníkovi, který se jmenuje Frédéric Boyer, ale tam je ta situace podobná. On je křesťan, evidentně z toho křesťanství čerpá, ale nenazývá se křesťanským básníkem vyloženě. Takže v současné době to je těžké takhle říct. Ještě na záležitost vlastně jednotlivých částí Francie v tom smyslu, kdyby mě zajímalo, nakolik třeba ve francouzské literatuře figuruje tvorba psaná takže vlastně celá kniha je psaná v dialektu, nebo pasáže, a nakolik jsou to knihy, které mají spíše lokální význam a týkají se druhořadých autorů, nebo jestli některé významné osobnosti tak to vlastně píší. A ještě bych měl pod otázku jednu, kde vlastně nevím, jestli, ale má smysl ve Francii, jste žila v Čechách, takže znáte asi situaci tady, že na Moravě vlastně 90% písní lidových už od počátku, kdy se začaly sbírat, pochází z jihovýchodní Moravy, kde žije jenom 10% obyvatel. Jestli nějaká taková podobná nerovnoměrnost, co se týče zastoupení jednotlivých částí Francie, ať už v lidových písních, nebo v poezii, nebo v literární tvorbě, nebo v těch stereotypech, se vám zdá, že taky je tam nějaká oblast třeba dominantnější než jiná. Encore une question concernant la littérature en dialecte ou en langue régionale. Je voudrais demander jusqu'à quelle mesure cette littérature fait partie de la littérature française en général et dans quelle mesure elle est plutôt marginale ou de portée locale, disons. Et deuxième partie de la question, par exemple en Tchéquie,
La plupart des chansons populaires proviennent de la Moravie sud-est. Donc, je voudrais demander, est-ce que en France, il y a aussi une région qui, dans la culture populaire, est plus représentée que les autres régions? Je ne connais pas suffisamment le répertoire des chansons populaires. Je sais, ça dépend, il y a davantage de régions et donc davantage de langues et de dialectes, c'est normal. Et certaines sont plus importantes que d'autres. Il y a des, par exemple, j'ai vécu pendant quelques années dans le Béarn, c'est dans le sud-ouest. Et la langue, le béarnais est reconnu, mais plutôt comme un dialecte. Vous voyez, à côté, il y a le Pays basque, là c'est une langue. À la limite, des dialectes, on en trouve énormément, qui malheureusement tombent, voilà, qui tombent un peu aux oubliettes. Des langues, par exemple, il y a une littérature, oui, en langue basque, en breton. Alors, pour en revenir à la question sur les chansons populaires, peut-être parce que j'y suis plus sensible, mais il y avait beaucoup de choses qui nous viennent de l'imaginaire de Bretagne, qui est une très grande région, très riche par son histoire, et il y a toute une littérature de Bretagne, de contes. Hein. Les contes bretons, c'est vraiment... Toutes les régions ont des contes, mais la Bretagne est particulièrement riche, parce que c'est un peuple de marins. Et c'est une terre qui est dure, et c'est un peuple qui a su résister longtemps à l'assimilation. Donc, il y a des chansons, il y a tout un folklore qui est important, qui vient de Bretagne, mais également, je pense, du sud de la France aussi. Mais bon, si je commençais à détailler entre l'Alsace, la Bretagne, la Provence, le Pays basque, et même encore un petit peu d'autres régions, et là je ne suis pas spécialiste, donc je peux vous dire que des généralités. Je peux mentionner plus la Bretagne, mais voilà. Mais il faudrait voir auprès de spécialistes pour ça. Ah, le Béarn. Béarn, ben voilà, vous voyez, c'est pas très connu. Le Béarn, c'est au pied des Pyrénées, sud-ouest, et c'est à côté du Pays basque. Henri IV, pardon, le roi Henri IV, qui fut un grand roi, était du Béarn. Voilà. Já neznám dostatečně dobře asi tu tematiku a ty lidové písně, ale samozřejmě tak ve Francii je to trochu roztroušenější, protože je tam více regionů, takže také víc těch dialektů a těch regionálních jazyků. Některé jsou důležitější než jiné, ale tak je jenom pro příklad toho, co znám, já právě pocházím z regionu Béarn, na severozápadě Francie, pod Pyrenejemi, teda víte, kde to je. Narodil se tam také král Jindřich IV. Jak? Jo, no, jihozápad? No, ano, já jsem řekla špatně. Jo, no, na jihozápadě Francie, ano, no, pod Pyrenejemi. A tak tam je třeba jenom dialekt. Zatímco nedaleko tam je už Baskicko a tam se mluví, to je regionální jazyk. A z těch dialektů tak hodně té regionální tvorby je například v Baskicku nebo v Bretani. A já si myslím, že právě ta Bretaň hraje důležitou roli celkově v těch lidových tradicích, protože to je velký region na tradice velmi bohatý. A vzniklo tam například hodně pohádek. Vlastně myslím si, že tam je právě víc těch lidových tradic než v jiných regionech. Myslím, že to je proto, že to je region námořníků, region velmi tvrdý, který se dlouho bránil té asimilaci. A jinak samozřejmě také na jihu Francie, Provence, Baskicko, tak tam taky je ta kultura bohatá, ale já na to nejsem odborník, to by se musel zeptat někoho jiného. Ale myslím si, že ta Bretaň hraje důležitou roli. Donc c'était la dernière question, donc merci beaucoup de vos réponses. A teď už přijde pan Martínek, děkujeme paní Sylvii Germanové za její čtení.